Là, c'est un poste de liste. On va accueillir le professeur Jean Diafas, humoriste qui est un ami de 30 ans, qui on travaille sur un campus depuis qu'on a des cours, et qui est directeur de recherche sur les causes et cancers angiogenèse. Donc, nous sommes de choses, Antoine. Marche pas ton micro. Juste un instant. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, et Grégory, donc tu vas nous dire rapidement, donc je pense en 10-12 minutes, finalement, quelles sont les trois dimensions dans l'évaluation du risque thrombotique au cours du cancer, et surtout si on a des solutions à proposer à ces patients. C'est intéressant, on a eu un cancer qui peut prendre bien que ces cas. Non mais n'inquiète pas, je lui dis ça, mais il prend le temps qu'il veut, lui. Il est grec, tu sais les Grecs. Alors, il faut ce qu'ils veulent. avec mon accent grec, je vais vous stimuler, ne vous inquiétez pas. On commence par les bases. Alors, 3D, pour aller vite, 3D, le 3D demande déjà une base de construction. La base de construction de 3D vient par une connaissance qui est bien établie. La thrombose, c'est la deuxième cause de mortalité, c'est le malade avec un cancer, après le cancer lui-même. Deuxième chose, deuxième notion, la thrombose, la fréquence de la maladie thrombolique veineuse, avec le temps, augmente, alors que nos efforts pour la prévention et le traitement diminuent, et augmentent aussi. Donc, il y a un problème qui émerge par la bataille et la victoire, si vous voulez, ou les victoires contre le cancer, comme on a pu arriver à transformer le cancer en une maladie chronique. Les malades vivent plus longtemps, ils sont plus âgés, alors plus de thrombose. C'est ça le contexte. Or, quand la thrombose arrive, devient un facteur péjoratif pour la mortalité, pour la menace de la vie du patient. Et il y a quelque chose qui est très intéressant sur cette graphe, que l'effet de la maladie thrombolique veineuse sur la mortalité est significatif pour tous les types de cancer. Et aussi, cet effet varie en fonction du type du cancer. Encore un élément qui nous conduit sur l'idée qu'on ne parle pas du cancer, on parle des cancers, et le profil procoagulant des cellules cancéreuses dépend du type histologique, et l'effet de la thrombose comme un biomarqueur de l'activité de l'agressivité du cancer est une réalité qu'il faut considérer quand on a nos malades devant nous à traiter, soit au niveau chirurgical ou au niveau chimiothérapie, etc. Donc, on vient, Ismaël, vous connaissez très bien, il aime bien les acronymes, les néologismes et tout ça, alors début. Mais, pour répondre à cette 3D, il faut déjà voir pour qui la cloche sonne, parce que ce n'est pas pour tout le monde cette question. Alors, et c'est là notre problème d'aujourd'hui, et je veux tirer votre attention sur cette problématique. Il faut bien identifier les patients, parce qu'après, pour la dose, on sait, les héparines de bas poids moléculaire, a priori, et pour une durée, pendant la période du cancer, pendant l'opération pour les malades qui bénéficient d'une intervention chirurgicale majeure. Donc, c'est pour qui la cloche sonne, et c'est ça l'exercice qu'il faut voir avec un nouvel œil aujourd'hui. Hemingway, c'est le glas, hein, c'est pas la cloche. C'est la fin de la vie. Le glas. Pour qui sonne le glas? Je ne voulais pas être très... C'est plus pessimiste. Hein, c'est plus parce que j'ai commencé par les batailles qui commencent d'être gagnées dans le cancer, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les recommandations? Les recommandations nous disent que tous les patients avec un cancer doivent être évalués pour le risque de maladie thrombolique veineuse. Deuxième chose que les recommandations disent est que les oncologues, y compris les oncologues chirurgiens, doivent éduquer le patient. Ça, c'est le préalable, le b.a.-ba pour démarrer toute la problématique pour les 3D. Or, qu'est-ce qu'on a comme connaissance sur nos pratiques actuelles? Que les oncologues, ici je prends l'exemple du cancer du pancréas et du cancer gastrique, qui sont les extrêmes de la thrombose, et on fait une formation, une éducation sur la thrombose liée à ce cancer depuis des années. Les oncologues, alors, y compris les chirurgiens qui traitent ces patients-là, ils ont pratiquement une ignorance sur l'importance de la maladie thrombolique veineuse dans le cancer, l'utilisation des scores, l'application des méthodologies de l'évaluation du risque. Et bien sûr, tout le monde connaît aujourd'hui les risques Corona, les risques assessment de Corona depuis 2010, mais pratiquement les oncologues, ils ne le connaissent pas, ils ne l'appliquent pas, ils ne discutent pas avec leurs patients sur les problèmes de la thrombose. Ça, c'est côté médical. On a maintenant l'autre face de la Lune. Ici, c'est une étude qui vient d'être publiée qu'on a fait avec mes collègues en Grèce.
qu'est-ce qui se passe dans la population? Dans la population, les citoyens. Et c'est les citoyens qui ont subi un cancer. Seulement 35% des citoyens connaissent l'association entre la thrombose et le cancer. Seulement 35% des citoyens connaissent les signes et les symptômes de la maladie thrombolique veineuse. C'est ça la réalité grecque. Et quand on voit les groupes spécifiques, on voit que la situation n'est pas terriblement améliorée pour les patients qui ont déjà survécu ou qui ont un cancer actif. C'est à peu près 40% les patients qui connaissent la liaison entre thrombose et cancer. Et quand on leur pose la question d'où est-ce que vous avez appris cette liaison entre cancer et thrombose, la réponse est frappante. Seulement 35% des patients et des citoyens qui connaissent la liaison entre thrombose et cancer ont pris cette information par leur médecin traitant, chirurgien, oncologue, généraliste. Tous les autres, par les copains, par l'Internet, les publicités, etc. Alors on vit dans une situation de gap, comme knowledge transmission gap. Mais ce n'est pas la particularité grecque. Ici, c'est l'exemple, c'est la publication d'une étude pan-européenne qui montre exactement les mêmes chiffres au niveau européen concernant le awareness pour la maladie thrombolique veineuse dans le milieu cancéreux. Exactement le même profil comme celle qu'on avait en Grèce. Il y a encore une information quand même qui est très importante parce qu'ils ont interrogé des patients cancéreux sur leur situation, leur connaissance par rapport à la thrombose et cancer, que la première source d'information, qui est faible, c'est leur chirurgien, soit avant l'opération ou après l'opération. Donc, vous, les chirurgiens, vous devenez les premiers messagers de cette liaison. La contribution française est mauvaise, hein, t'as vu? Oui, ils n'ont pas participé parce que on est dans l'esprit réflexion, comment on peut être eurosceptique. C'était pan-européen. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut déjà augmenter les awareness, notre vigilance et notre connaissance pour la liaison cancer et thrombose. Il faut avoir des risk evaluation tools, quelque chose qu'on va discuter tout à l'heure. Et aussi avoir dans notre tête la perspective du patient. Ce n'est pas la période de la chimiothérapie ou la période de la chirurgie, c'est un patient avec une maladie qui devient chronique ou menaçante, qui vit avec cela et le risque évolue avec cette maladie. Et bien sûr, après, on a les validated, les médicaments validés pour répondre à la traite du titre de la conférence. Donc, revenons alors dans le trajet. Trajet du patient et risque thrombotique. Déjà, 4% à peu près des patients, c'est 4% des patients avec un cancer. La thrombose, c'est l'événement qui conduit au diagnostic de la thrombose, du cancer. Donc, le cancer, par sa naissance, est lié avec un risque thrombotique. Dans les premiers 6 mois après le diagnostic du cancer, le risque de thrombose chez les malades avec un cancer, de manière mixte, pendant la chirurgie, après la chirurgie et pendant la chimiothérapie, ce risque est à peu près 10 fois plus élevé par rapport à la population contrôle. Et ça, c'est un grand cohorte, un grand registre danois, avec à peu près 500 000 de patients inclus. Ensuite, pendant les premiers 12 mois après le diagnostic du cancer, le risque de thrombose lié au cancer persiste très élevé, 7 fois à peu près, par rapport à la population de contrôle. C'est ça la réalité. Alors, pendant toute cette période qu'on choisit, l'adjuvant, néoadjuvant, chirurgie, quel type de chirurgie, radiothérapie, thérapie ciblée, etc., la thrombose est là. Ça, c'est la première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, on parle du cancer, mais les cancers ne sont pas les mêmes. Même le même type de cancer a des formes différentes. Ici, c'est l'exemple de la fréquence de la maladie thrombolique veineuse selon le type histologique du cancer. Et on voit que, bien sûr, le pancréas est à l'extrême droite. Et vers le centre gauche, c'est le cancer du sang, moins thrombogène que le pancréas. Mais c'est une image fausse, parce que si on prend le cancer du sang, à stade métastatique, à un stade avancé, il commence à avoir le même profil thrombogénique comme le cancer du pancréas. Donc il ne suffit pas de dire, bon, j'ai un patient qui a un cancer du sang, c'est pas la peine de faire plus que les 7 jours post-opératoires, il faut considérer le stade. C'est la même, l'image que vous voyez, c'est la même pour les pathologies hématologiques malignes. Et en plus, c'est une question de temps. Toutes les données, pour tout type de cancer, ils nous montrent la même figure. Pendant les premiers 3 mois, voire 6 mois
après le diagnostic, soit du cancer, soit de la récidive, nous avons la phase montante, la phase explosive de la fréquence de la maladie thrombolique veineuse, c'est-à-dire pendant la phase que le cancer, les cellules cancéreuses sont présentes, actives, tuées, plus les thérapies, on génère toutes les conditions nécessaires pour organiser ce phénomène de la thrombogénèse. Donc nous avons une fenêtre thérapeutique dans laquelle tombent les différents traitements qu'on donne chez les malades. Et bien sûr, un malade qu'on voit, il n'a pas que son cancer. Et ce sont les résultats de l'étude prospective que nous avons organisée, internationale, etc., à Tenon, qui s'appelle l'étude Compass, qui a montré quelque chose de nouveau, mais évident. Chaque malade avec un cancer peut avoir d'autres facteurs de risque thrombolique. Il y a sa pathologie cardiovasculaire, il peut être gros, il peut avoir ses facteurs de risque. C'est un homme normal ou une femme normale, classique, plus le cancer. Et quand on accumule les différents facteurs de risque cardiovasculaire ou les pathologies cardiovasculaires, vous voyez dans cette figure que nous avons une augmentation du risque de maladies thromboliques veineuses dans le cancer qui devient quasi linéaire. Ou en tout cas une augmentation du risque qui devient dose dépendante par rapport aux facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, on introduit encore un élément dans cette gestion globale qui est la caractéristique et l'état du patient. Pour venir à la finalité de cette logique, les types du traitement. Ici, il y a une étude qui est très récente qui nous montre quoi? Que même les nouveaux traitements, qui sont les thérapies ciblées, les thérapies intelligentes et les thérapies spécifiques, sont associés avec un risque de thrombose, et ce risque de thrombose varie en fonction des molécules ou de la classe de molécules qu'on utilise. Alors on est dans une évolution qui est pratiquement dynamique, qu'il faut considérer systématiquement quand on a nos malades, et peut-être les risques assessment modèles que l'on a développés dans les années 2000 ne sont plus conformes parce que les paysages ont changé. Et ici, je n'introduis pas les modifications au niveau de la chirurgie, des actes chirurgicaux, parce que c'est encore une autre variable qui fait changer complètement le paysage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit mesurer le risque. On doit mesurer le risque à partir du moment du diagnostic. Et ça, c'est le message clé que je veux vous passer aujourd'hui. Il ne faut pas que le malade attende d'arriver au bloc pour qu'on considère le risque de thrombose, parce que le risque de thrombose est cohérent et inhérent dans la présence des cellules cancéreuses. Comment est-ce qu'on fait cette évaluation du risque? Vous connaissez tous le modèle Corana. Le modèle Corana a été développé en 2010. Depuis le développement du modèle Corana, il y a les coronaroïdes, les nouveaux Corana, parce qu'ils ont introduit d'autres éléments qui manquaient, parce que le modèle Corana s'est basé sur un concept simple. Il y a 3 niveaux de risque thrombotique liés au cancer. Les cancers qui sont liés avec un risque thrombotique élevé, cancer gastrique et pancréas, modéré, cancer du poumon et lymphome, faible, prostate et cancer du sang. Or, il néglige les autres paramètres qui sont déterminants pour le risque thrombotique. Donc, il a un biomarqueur ou 2 biomarqueurs qui sont les biomarqueurs non spécifiques, les taux de plaquettes. Alors, on a un score qui est basé sur une approche monodimensionnelle, pas 3D, et alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas moi qui le dis, il y a plein d'études aujourd'hui, dans tous les contextes, je vous donne 2 exemples qui montrent que dans le cancer du sang, dans le cancer du poumon, dans le lymphome, ce modèle n'est pas opérationnel, ne peut pas discriminer correctement les patients à risque élevé et à risque faible et traiter ceux patients qui sont à risque élevé. Conséquence de ce concept, on a fait 2 études de phase 3 pour l'efficacité et la tolérance des AOD dans la prévention qui ont pratiquement échoué. Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Parce qu'on n'a pas eu les bons boussoles, les bons moyens pour trouver les malades, les meilleurs malades pour candidats pour cette thromboprophylaxie. Et si on a un score comme ça, il est évident que le chirurgien ou l'oncologue qui n'a pas confiance à ce score, il ne va pas parler pour son malade. Et il ne va pas avoir, comme vous avez dit tout à l'heure, je vois les données cliniques, la littérature qui ne correspondent pas avec ma réalité. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux dire, bon, il y a un biais dans la littérature. Et c'est une raison pour laquelle nous ne pouvons pas aujourd'hui apprécier non seulement correctement les risques de thrombose chez les malades cancéreux, mais on ne peut pas augmenter la vigilance de nos collègues par rapport à la maladie thrombolique veineuse. Donc, il faut créer même des outils didactiques plus avancés. Et il y a des études qui ont montré maintenant que soit les score Corana ou les coronoïdes
ils ont une mauvaise pertinence, une mauvaise précision. Pourquoi? Parce que la grande cohorte sur laquelle notre vie quotidienne se développe, ce n'est pas le cancer du pancréas ou le cancer du gastrique, c'est le cancer du sang, la prostate, le cancer du poumon. C'est ça les grandes masses de malades, c'est lesquelles les autres paramètres, les facteurs individuels ou les stades de thérapie variables peuvent avoir un effet. C'est pour ça que ces scores de Corona ne marchent pas. Et en plus, c'est un score qu'on ne peut pas utiliser pendant le voyage du patient. Il faut l'utiliser juste avant l'administration de la chimiothérapie. On ne peut pas le faire 1 mois après, 3 mois après, s'il y a une rechute, s'il y a une modification du traitement. Et c'est démontré par l'évolution du C-index qui est un marqueur, une mesure de la précision de ce score et de ses dérivés. Il y a une approche maintenant par Papiger, par les Autrichiens, qui était de repositionner la question et simplifier la chose. Se baser sur le concept cancer. Rien que ça. Il y a des cancers de haut risque thrombotique, des cancers de faible risque thrombotique et modéré. Plus didymère. Et ça, c'est le mot-clé pour les chirurgiens, parce qu'on va voir tout à l'heure le valeur de ce didymère. Didymère, on mesure le didymère et avec un abac, on peut calculer les risques. Or, ce score fonctionne bien dans les derivation cohort, mais il n'est pas encore validé. On verra. Mais je signale que c'est la même structure comme la structure de Corona, c'est de la même logique. C'est cancer-based score. Nous, on a commencé par Tenon, on l'a fait au niveau international dans l'étude Compass. On a développé un score qui est plus global, plus stratégique. Pourquoi? Parce que ça inclut, c'est le score Compass qui inclut les facteurs qui sont liés au cancer, type du cancer, thérapie, temps depuis le diagnostic, stade du cancer. Les cancers, les facteurs prédisposant à la thrombose qui sont associés avec les caractéristiques du patient, les facteurs de risque cardiovasculaire, la récente hospitalisation dans les 3 mois avant la semaine. Et ça, c'est une connaissance très importante qu'on connaît depuis l'étude Sirius en médecine interne en ville. Et l'antécédent personnel de maladie thrombolique veineuse. Et bien sûr, ce qui est sorti dans l'algorithme qu'on a créé, c'était la numération plaquettaire. Ce score, le global. Ce score il a été fait dans une étude prospective avec seulement 4 types de cancers, ovarien, poumon, colorectal et cancer du sang. Donc les cancers les plus massifs. Et dans cette cohorte, on a une bonne précision concernant la performance du score. Bien sûr, ce score était validé de manière indépendante par plusieurs équipes et tout le monde a montré le même profil, une valeur prédictive négative de l'ordre de 98%. Les Polonais, les Grecs et à la fin, les Américains qui l'ont contrôlé sur une base de données rétrospective à 4000 à peu près personnes, patients, avec les mêmes caractéristiques qui ont confirmé que le score fonctionne. Et aujourd'hui, ce score rentre dans les recommandations des logements qui vont sortir bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le risque assessment des patients à partir du diagnostic. Si on a affaire avec les cancers à risque modéré, on fait le score Compass, peut-être pas dans l'avenir. Si on a devant nous le malade avec un cancer pancréatique ou gastrique ou neurogliome, on fait le score Corona, mais dans ce cas-là, tous les malades sont à risque élevé, ils reçoivent de la thromboprophylaxie. C'est un exercice qu'on doit faire au moment du diagnostic et au début ou pendant les thérapies néoadjuvantes. Et on vient maintenant dans la chirurgie. Dans la chirurgie, le problème, c'est l'hémorragie et la thrombose à la fois et l'évaluation de son risque et cette question éternelle. Alors, quelle est la recommandation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent des choses qui sont très simples. Tous les malades avec un cancer qui passe au bloc doivent recevoir une thromboprophylaxie par HBPM pendant l'hospitalisation. Point. Il y a certains malades qui sont considérés qui sont à risque, qui doivent bénéficier d'une thromboprophylaxie extensive pendant 3 jours après l'opération. Point. Quand on vient à la question qui sont ces malades, on a une première réponse simple, les malades avec des chirurgies majeures abdominopelviennes, point. Et après on commence les différentes combinaisons qui se manifestent mieux dans cette recommandation par l'AFSOS. Si vous voyez, tout le monde doit recevoir 7 à 10 jours et après on commence, parce qu'il y en a un risque, peut-être la mobilité, 3 points suspendus, etc. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un problème, mais on ne sait pas très bien comment on peut identifier ces malades avec un problème. Et c'est ce malade-là, si on peut les identifier, on peut améliorer la prise en charge. Et on est là aujourd'hui.
Et on est là, et la première question qu'on se pose est qu'en général, moi j'ai appris depuis des années que quand on parle avec les chirurgiens, un élément critique, c'est le temps de la chirurgie, la durée de la chirurgie. 45, 30 minutes ou supérieur à 1 heure, etc. Mais vos pratiques chirurgicales changent. Aujourd'hui, on fait une laparoscopie qui était considérée comme une acte de routine, alors que quand on faisait les recommandations de l'ESCOR il y a 10 ans, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça change, la sévérité de l'intervention change. Quand on applique la thromboprophylaxie de manière systématique dans l'hôpital, nous avons des résultats qui sont très bons. Pendant la période de 7 jours, 10 jours d'hospitalisation, la fréquence de la thrombose est à peu près 1,3% parce qu'on a la thromboprophylaxie. Qu'est-ce qui se passe après? Regardez cette graphe, c'est très intéressant comme information. Ils ont comparé la fréquence de la maladie thrombolique veineuse sur les malades cancéreux avec les décennies depuis 1997. Et on voit systématiquement, pour tous les types de cancers, et surtout les cancers qui sont traités par une acte chirurgicale, intervention chirurgicale, ce sont les flèches rouges, sur lesquelles, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement cette fréquence a doublé. Alors qu'on fait bien le travail dans l'hôpital, il se passe quelque chose que la fréquence globale a doublé. Donc notre problème n'est pas à l'hôpital, n'est pas pendant la phase d'hospitalisation. Peut-être qu'on a résolu ce problème dans la phase d'hospitalisation. Notre problème, c'est après, post-hospitalisation. Et si on considère que beaucoup de nos malades aujourd'hui, ils ont des hospitalisations réduites pour des raisons plus variables à cause du progrès qu'on a fait, on a une masse de malades à risque qui sortent de l'hôpital sans thromboprophylaxie parce qu'ils ne répondent pas aux recommandations que je montrais tout à l'heure. Par exemple, le patient avec un cancer du poumon ne reçoit pas une thromboprophylaxie de longue durée, de 30 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à la base. Score Caprini. Mon collègue tout à l'heure a expliqué comment cette score Caprini fonctionne. Il est applicable parce que le paramètre, le variable cancer, existe dans le prédicteur du score Caprini. Score Caprini, pour qui et pour combien de temps? Et regardez cette image qui vient du registre Riette. Ne donnez pas beaucoup d'attention sur les chiffres absolus de la fréquence, mais sur la tendance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons une première phase de fréquence d'apparition de la maladie thrombolique veineuse après la chirurgie chirurgicale, l'intervention chirurgicale, qui est très faible pendant l'hospitalisation. Et ensuite, pendant les premiers 10 jours en post-opératoire, vous voyez que la pente augmente. Et cette pente continue d'augmenter jusqu'aux 30 jours après l'hospitalisation et commence à baisser à distance. Alors nous avons une nouvelle fenêtre thérapeutique pour les patients cancéreux qui bénéficient d'une intervention chirurgicale, qui sont les 30 jours après l'hospitalisation. Alors il faut changer notre périscope, il faut qu'on regarde un peu plus loin, plus après. Et comment est-ce que Caprini se comporte dans cette population? Je vous donne une des 10 études que j'ai trouvées pour préparer cette conférence. C'est dans la chirurgie cancérologique du poumon. Le Caprini peut bien varier les malades à risque élevé et à risque faible, mais vous voyez ici que les 12% des malades qui sont à risque intermédiaire, ils ont présenté un épisode thrombotique. 37% c'était dans les malades de risque élevé. Donc nous avons le 12% qui est présent, qui est sous-estimé. Mais il y a encore une autre information dans cette diapositive. Ils ont comparé deux types d'interventions du poumon de la même importance chirurgicale, et on voit que les malades qui ont eu un cancer, ils ont eu à peu près une double fréquence de maladies thromboliques veineuses par rapport aux autres qui ont bénéficié, qui n'ont pas eu le cancer, qui ont bénéficié de la même à peu près type de chirurgie. Conclusion, la chirurgie c'est un facteur déclenchant, mais la présence du cancer c'est un accélérateur, un amplificateur du risque thrombotique. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas considérer votre malade un malade chirurgical qui a un cancer. Il faut faire l'inverse. Il faut considérer votre malade avec un cancer qui a son risque du cancer, qui est potentialisé par la chirurgie, et cette cellule cancéreuse persiste même après l'intervention chirurgicale. C'est la raison pour laquelle on continue avec la chimiothérapie très souvent.
Est-ce qu'on peut faire le score Corana? Je ne passe pas mon temps ici. La réponse est non, parce que ça ne marche pas, ni la chirurgie. Ils ont fait le même exercice en chirurgie urologique. Moi, dans ma tête, j'ai eu toujours que la chirurgie urologique traitée par la méthode de la paroscopie, c'est quelque chose de léger, c'est pas là, une chirurgie grave et lourde. Or, même dans ce contexte, la différence est très significative si on compare les interventions type laparoscopique en chirurgie urologique non malignes par rapport à celles qui sont malignes. 2 fois plus. Toujours le cancer fait la différence, fait la base sur laquelle on construit notre 3 dimensions. Et ils ont introduit le dosage de didymère pour améliorer le score Caprini. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont vu que l'addition, juste le dosage de didymère avant l'opération devient un marqueur prédictif avec une sensibilité assez satisfaisante pour les événements thrombotiques qui vont venir dans les 30 jours après l'opération. Pourquoi? Parce que le didymère, c'est un marqueur d'activité biologique du cancer, parce que les cellules cancéreuses activent la coagulation, donc forment la fibrine. Dans la même problématique, pour déterminer quelle est la phase, quelle est la fenêtre et la durée de cette observation, ils ont étudié, les Chinois cette fois-ci, les événements thrombotiques à distance de 30 jours après une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon. Et qu'est-ce qu'on a vu? Encore une fois, le Caprini pourrait fonctionner pendant la période intra-hospitalière, mais après, en dehors de l'hôpital, vous voyez qu'il y a 13% de thromboses qui sont survenues, parce que les malades n'ont pas été traités, et dans ces 13%, on a des malades qui sont de risque élevé ou de risque modéré classés selon Caprini. Encore une nécessité pour améliorer ce score Caprini. Et pour répondre à cette nécessité d'amélioration, ils ont fait une analyse derrière de curve des malades qui ont été dosés, dépistés avec le didymère, et ceux qui ont eu le score Caprini. Vous voyez que les didymères font un score, ils ont une précision un peu améliorée par rapport au Caprini. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Qu'est-ce qui va se passer si on combine les deux? Et voilà le résultat de cette combinaison. Une approche clinique, qui est le score Caprini, combinée avec une approche biologique, avec un marqueur plus spécifique sur l'activation de la coagulation, augmente la prédiction, la capacité de prévoir les événements thrombotiques. Alors on a, pas pendant l'hospitalisation, je souligne, pendant la période de 30 jours après l'hospitalisation. La même chose a été confirmée chez les malades, chez les femmes qui ont fait des interventions pour des cancers gynécologiques, pour arriver à la fin dans une analyse plus stratégique, plus globale sur l'évaluation du risque qui commence à partir du moment que le cancer est diagnostiqué. Et là, on applique le COMPASS score pour la grande masse de cancers type poumon, ovaire, mammaire, quoi d'autre, côlon. Pendant la chirurgie, systématiquement dans la chirurgie, et ensuite pour la période post-opératoire, avec l'application du Caprini ou du Caprini amélioré avec le didymère, on peut identifier les malades qui sont à risque. Et on peut répéter ce cycle chaque fois que le malade a une récidive. Chaque fois qu'on intervient avec au niveau chirurgical, où on est obligé de changer le traitement anticancéreux. Pour faire quoi? Pour faire finalement des traitements antithrombotiques avec des héparines de bas poids moléculaire pour l'instant, et peut-être avec les AOD dans les mois ou les années à venir, pour une période au moins de 3 mois, si on est dans le contexte chimiothérapeutique, patient ambulatoire ou qui bénéficie les suivis. Soit pendant le primo-diagnostic ou après le diagnostic de la métastase. Pour conclure, je pense que notre devoir aujourd'hui, et les chirurgiens ils ont un rôle clé dans cette affaire, parce qu'ils sont les premiers qui confondent les patients, c'est l'éducation. L'éducation des chirurgiens, l'éducation des patients. Et ça se passe dans la vie, dans la communauté. Ça se passe dans ce qu'on appelle soins médicaux primaires. Après, dans l'hôpital, éducation aussi. Pour suivre nos malades après la phase hospitalière, parce que c'est nous, les hospitaliers, qu'on dirige à la fin notre activité, nos actions au niveau de la gestion du cancer en ville ou dans l'hôpital. Merci beaucoup. Alors, cher ami, je peux te dire, j'ai adoré ton exposé. Parce que c'est vraiment une storytelling incroyable. C'est une compréhension progressive d'un processus complexe
et dans lequel on apporte à chaque fois comme une espèce de roman où on trouve une nouvelle page et on ouvre des univers complètement incroyables. Donc bravo, vraiment c'était passionnant. Je pense que les collègues ont probablement tous ressenti ça et c'est très important. Merci. Et je pense que cette séance, puisqu'on en arrive peut-être à la phase de conclusion, c'est que c'était une séance exceptionnelle, magnifique. Et donc, mon cher Ismaïl, si tu veux dire quelques mots de conclusion, et peut-être on donnera la parole à nos amis de Sanofi qui sont là avec nous, en particulier Denis Granados, qui est donc le directeur de la division thrombose de la Sanofi, avec sa collaboratrice Farhana Wadila, qui nous diront tous les deux quelques mots. Merci.